Donc ce que vous allez voir là, c'est deux médaillons gravés. Une représentation symbolique du port épique, symbole de Louis XII. Je vais vous expliquer pourquoi. Et ici, René de Bretagne. Alors Louis XII, pourquoi? C'est le seul roi que moi j'estime. Il s'est battu côté breton contre les Français. Ici, là où vous êtes, il était là, à pied. Et il s'est battu contre les Français. Avant de devenir roi en deuxième épousaille d'Anne de Bretagne. Quand Charles VIII est mort, 10 ans après pratiquement la bataille, pas jour pour jour, mais 10 ans après la bataille, il s'est pris un linteau dans le front. Il a mis 24 heures à mourir dans des souffrances atroces. Anne de Bretagne le connaissait très bien. Avant la guerre, l'invasion par Charles VIII de la Bretagne, le duc d'Orléans était venu se réfugier et demander la protection de son père François II. Donc, on sait qu'il y avait une certaine amitié, il avait un respect et même de l'amitié pour cette petite fille à l'époque de 14 ans, ou même de 13 ans, 12 ans quand il l'a rencontrée. Et je ne veux pas dire que c'était le grand amour peut-être, mais c'était en tout cas un amour plus beau, plus voilà. Donc Louis XII pour moi, il a toute mon estime parce qu'en plus, comme Anne de Bretagne pour le deuxième mariage était en position de force, pour le mariage avec Charles VIII, la pauvre fille, elle avait qu'à se taire. Donc là, Charles VIII a tout grignoté ce qu'il pouvait. Mais comme il est mort sans descendance et qu'ensuite il y a eu un nouveau mariage, du coup Anne de Bretagne s'est retrouvée en position de force. Et elle a imposé, et le duc d'Orléans a accepté bien sûr, un traité d'union, enfin un traité de mariage, qui était l'union de deux personnes et non pas de deux couronnes ni de deux pays. Et que dans ce traité de mariage, la Bretagne reste indépendante de fait au niveau du droit international. Elle est toujours indépendante de fait au niveau international, encore aujourd'hui. Les Jacobins le savent, les Bretons ne le savent pas. C'est pour ça qu'on ne leur enseigne pas leur histoire. Donc voilà pourquoi il y a un roi de France. On n'a pas mis son effigie, on reste discret, c'est le port épique. Et en plus, c'est donc le deuxième mari d'Anne de Bretagne qui se trouve juste à côté. Et ici, on a Renée de Bretagne qui devait être l'héritière du duché. C'est-à-dire que quand Louis XII est mort, Anne de Bretagne était morte un peu avant, le protocole français disait que c'était le duc d'Angoulême, le mieux placé parmi les princes, etc. Donc c'est dommage qu'il y ait eu ce fameux mariage avec sa fille aînée Claude de France, avec le duc d'Angoulême qui est devenu François Ier. Parce que François Ier, il a fini le travail. La Bretagne était redevenue indépendante sous Louis XII. C'est-à-dire que Anne de Bretagne avait carrément relancé la chancellerie, relancé toutes les structures parlementaires. La Bretagne s'est remise à marcher comme un État indépendant pendant plus de 10 ans, un peu plus de 10 ans. Et effectivement, quand François Ier a pris le pouvoir, est devenu roi de France, il a épousé Claude de France. Et nous, on sait depuis, c'était pas évident, mais qu'il y avait un testament qu'on n'a jamais retrouvé. Ce testament disait, on en a entendu parler par des auteurs, que la couronne de France restait sur la tête de Claude, donc le duc d'Angoulême qui l'épousait devenait roi de France. Mais la cadette, la fille cadette, la sœur cadette Renée, était duchesse de Bretagne, et donc gardait le duché de Bretagne, et la Bretagne continuait à être indépendante. Et malheureusement, François Ier, il n'y avait plus ni Louis XII ni Anne de Bretagne pour s'y opposer, à empêcher tout cela, à rapter la couronne, à spolier Renée de Bretagne, et à rapter la couronne de Renée sur la tête de sa femme, donc la sienne. Voilà. Par contre, ce qu'on sait, c'est que Renée de Bretagne avait conscience qu'elle avait été spoliée. Pour la faire taire, il lui a donné quelques petits domaines, etc., à droite à gauche, mais pas le duché de Bretagne. Donc le duché de Bretagne a été annexé administrativement de façon tout à fait illégale par François Ier. On est toujours sous cet état de fait aujourd'hui. Donc voilà, donc Louis XII et Renée de Bretagne, qui devrait être notre duchesse en titre d'origine, et sa descendance aurait dû continuer à être duc et duchesse de Bretagne dans un duché indépendant. Ça aurait dû être la vraie histoire si on n'avait pas eu un rapt et une spoliation illégale à la part de François Ier. Je viens assez causer, je vais laisser la place au sculpteur. Avec Jean-Loup, on a décidé de vous proposer une gravure, 2 gravures, plusieurs gravures. En fait, j'ai pu en faire 2. Comme Jean-Loup, je ne vais pas revenir sur ce qu'il a dit très exactement les sujets. François II sous la forme d'un animal et René sous la forme d'un portrait. Vous savez qu'ici, enfin peut-être vous ne le savez pas, mais
il y a 4 lignes directrices. En fait, les sculptures monumentales, historiques, rois, ducs, duchesses. Il y a une deuxième série qui sont les animaux, les animaliers. Alors la chouette, le corbeau, Pendragon Ruse, le renard, il y en a une douzaine cachés, le cheval, le loup, un petit peu partout, le saumon, la salamandre, un petit peu caché, disséminé sur le terrain, c'est la deuxième ligne. La troisième ligne, bien sûr, sont les inscriptions, la plupart du temps cryptées. Il faut le décodeur pour essayer de comprendre ce qu'il y a. René, elle, m'a été inspirée, c'est un portrait plus réaliste, par un peintre authentique que je salue à travers les siècles, Girolamo d'Accarti, qui a fait le portrait de René en 1535, une peinture de la deuxième Renaissance, qui est magnifique. Je l'ai un petit peu modifiée, un petit peu transformée, pour faire aujourd'hui une évocation qui est ici, et j'espère que ça vous plaira. Ici, on utilise une plaque très noire, un granit très noir, qui vient du sud de l'Afrique, et pas breton, il n'y a pas de granit très noir en Bretagne. Et en fait, quand on frappe dessus, on le percute, il devient gris, sa couleur naturelle. En fait, on le dépolit après l'avoir poli, ça crée un contraste. C'est la technique qui permet de représenter par contraste, blanc sur noir, augmenté de peinture. Il y en a un exemple derrière vous, le plan, et il y en a un autre, le plan de la bataille, et il y en a un autre à l'intérieur, à l'entrée du terrain. C'est l'invite à circuler librement pour le passant. Cette technique-là, je l'ai apprise quand j'étais très jeune, ma foi, ça ne me rajeunit pas. Je pourrais dire que ici, on va représenter une femme, Renée, qui est en lutte contre l'oppression, contre son identité, contre sa légitimité à être ce qu'elle est. Raison pour laquelle je vous rejoins, moi qui ne suis pas né ici. La deuxième chose, c'est qu'on va parler de la lutte de Mab, qui, pour les mêmes raisons que René, poursuit ce désir de reconnaissance d'une culture et d'une histoire personnelle incontestable. Voilà. Merci. Vous portez tout bien. Il faut mettre des lunettes. Alors, donc il a marqué ici Duc d'Orléans, ici combattant breton. Les dates 1492-15. Louis XII, second époux de la reine Anne de Bretagne. Donc là, c'est les dates de royauté, je suppose. C'est pas la date de vie, c'est les dates de royauté. Oui. Donc voilà, le port épique avec la couronne herminée. Bon, on a fait le choix d'herminer. C'est un petit clin d'œil. Sympa le café. Alors il y a sur cette gravure-là, donc sur un modèle renaissant, la technique dont je vous parle, donc elle est pérenne. Tant que le poli durera, la représentation existera. Une fois passé le premier coup d'œil, je vous invite à la regarder de près, parce que la technique est si fine que sa profondeur n'existe que de près. Mesdames et messieurs, René. Après, je mets de la peinture liquide, je mets un champ, j'applique comme ça, je tourne. Et par exemple, si je mets ici et qu'ensuite je remets là, ben j'obtiens ici une nuance complémentaire des deux couches. Je peux même faire de la couleur. Mais la couleur, ça ne tiendrait pas longtemps à l'extérieur parce que le soleil et la lune font passer le bleu. De couleur de la voiture, parce qu'il n'y a rien qui résiste. Surtout le rouge, il n'y a rien qui résiste. Donc là, je pars du principe qu'en blanc, et si la couleur disparaissait du fait des intempéries de l'érosion, ce qui va mettre du temps, ça fait l'autre, elle est là depuis quelques années, elle est toujours pas bougée, et bien il suffirait que je revienne avec de la couleur, que je recommence à faire le même travail. Tant que le poly existera, la rayure existera. Et donc c'est pérenne. Je suis obligé de rajouter, Jacques, avec un crayon. C'est du diamant, j'utilise du diamant. Et ici, j'ai des poinçons au tungstène, au corindon et au diamant d'ailleurs. En fait, je martèle, je pique, je pointe. Et c'est de la conjonction des deux que j'obtiens ma manière à moi de faire ressortir un volume. L'homme dont je parlais, M. Sherbakov, lui il utilisait exclusivement du point. Il y en a d'autres qui, dans cette maîtrise-là, utilisent exclusivement le trait. Moi, je fais un mélange des deux parce que c'est comme ça que j'ai appris à travailler. Oui, je ne me trompe pas, c'est toi qui voulais la oui, c'est possible. Le numéro de téléphone, il l'a donné.